Bienvenue dans cette première conférence du colloque des intellectuels juifs. Il nous a semblé que nous ne pouvions pas laisser un laps de temps de 2 années qui sépare donc la tenue des colloques des intellectuels juifs sans nous réunir dans l'esprit qui est celui qui les anime. Et nous avons donc proposé au Musée d'art et d'histoire du judaïsme et à son directeur, ainsi qu'à Sophie Andrieux, la directrice de l'auditorium, dont l'appui au colloque des intellectuels a été absolument essentiel, d'organiser, durant l'année de Jachère, 2 grandes conférences permettant d'entamer une discussion qui, sans doute, se cristallisera lors du prochain colloque dans 1 an. Le comité scientifique ayant envisagé de consacrer le prochain sujet du colloque à la question du savoir et de l'éducation, il nous a paru naturel d'inaugurer cette série de conférences avec la présence de Souad Ayada, que je remercie pour l'honneur qu'elle nous fait. Souad Ayada est avant tout une grande scientifique, spécialiste de l'islam. Elle a publié en 2010 un livre intitulé « L'islam des théophanies ». Elle est agrégée docteur en philosophie, elle est inspectrice générale de l'éducation nationale et elle a, comme vous le savez sans doute, présidé le Conseil supérieur des programmes entre 2017 et 2022. Elle a également présidé aux destinées de l'Institut français d'islamologie. Elle est aujourd'hui inspectrice générale de philosophie et membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques. À ce titre, elle était sans doute la mieux placée pour examiner avec nous ce qu'on pourrait appeler la banalisation de l'antisémitisme parmi les jeunes générations, le rôle que joue le système éducatif, la composition des programmes, celle des manuels scolaires, dans la diffusion d'une image négative de l'État d'Israël, mais aussi d'une forme de confusion tournant autour de la Shoah et de la notion de génocide. Elle était, je crois, la mieux placée pour nous permettre de nous interroger avec elle sur ce qui semble être d'une certaine façon l'impuissance de l'école républicaine, alors que se tient en ce moment le procès de ceux qui ont amené à l'assassinat de Samuel Paty. Elle était aussi la mieux placée pour nous aider à forger les armes nécessaires pour combattre cette haine antisémite. Les territoires perdus de la République en 2002 s'alarmaient déjà de la situation. Le rapport produit par Jean-Pierre Robin mettait en lumière les actes qui traduisaient cette idéologie en 2004 et les multiples atteintes qui se faisaient jour déjà au principe de laïcité. Nous sommes 20 ans après et la situation semble s'être fortement dégradée. Pourtant, ce n'est pas ce lieu de culture et d'échange qu'est le Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et encore une fois, je voudrais dire tous nos remerciements à son directeur, Paul Salmona, à sa présidente, Dominique Schnapper. Ce n'est pas de ce lieu de culture et d'échange qu'est le musée que peuvent résonner des paroles définitives. Je crois que nulle part mieux qu'ici, nous savons ce que c'est que le savoir, ce que c'est que l'éducation et la manière dont tous deux contribuent à la construction d'une société apaisée et mature. C'est aussi pour cela que nous avons souhaité inaugurer ces conférences avec Souad Ayada, car je crois que personne mieux qu'elle n'incarne le pouvoir de la méritocratie républicaine, personne ne porte plus haut la voix de la laïcité, personne n'incarne mieux le combat que nous partageons et dont elle est une figure de proue dans le paysage intellectuel et universitaire français. Le message que des pensées républicaines, nourries des traditions intellectuelles et religieuses héritées du passé, nous permettent de faire entendre. Si tout dépend de l'éducation, alors rien n'est perdu. Souad
je te donne la parole donc pour ouvrir cette première séance des conférences du colloque des intellectuels juifs. Merci beaucoup, Perrine, pour cette présentation et pour ces mots bien trop élogieux. Je veux vous remercier tous de votre accueil, de votre présence, et remercier tout particulièrement Madame la Présidente Dominique Schnapper et Monsieur le Directeur du musée. C'est vraiment pour moi une grande joie d'être parmi vous. Je ne reviendrai pas sur l'avancée des pensées antisémites chez les jeunes qui sont aujourd'hui scolarisés en France. Vous le savez, on mesure très, très précisément depuis le début des années 2000 cette avancée, et on note une progression continue de l'antisémitisme chez les jeunes de moins de 26 ans. Je ne m'attarderai pas sur les données dont nous disposons, mais tout de même, il n'est pas inutile de se les remémorer pour se faire une idée du désastre actuel. Je renverrai, vous le connaissez bien, au rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et plus particulièrement au rapport paru à l'issue de l'année 2023 sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Quels sont les points les plus saillants que nous pouvons retenir de ce rapport? Le premier, c'est que la tolérance à l'égard des Juifs est celle qui a reculé le plus significativement entre 2022 et 2023. Le deuxième point qu'on peut retenir de ce rapport, c'est que en 2023, on assiste à une très forte augmentation des actes racistes, plus 32% par rapport à l'année 2022, avec en particulier, je ne vous apprendrai rien, une explosion des actes antisémites, plus 284% par rapport à 2022. Si l'on suit les chiffres que nous fournit la Direction nationale du renseignement territorial. Ces actes ont eu lieu très majoritairement après le 7 octobre. Ils se sont déroulés entre octobre et décembre 2023 pour la plupart d'entre eux. Alors c'est devenu finalement quelque chose d'assez courant, avec quoi finalement nous avons fini par nous accommoder, que depuis 2000, depuis le début de la seconde intifada, le conflit israélo-palestinien a déclenché en France des vagues d'antisémitisme, mais que celui-ci, nous le voyons, n'a tout de même jamais atteint le niveau qui est le sien depuis maintenant un peu plus d'un an. Alors, l'institution scolaire, l'école, incontestablement, depuis le début des années 2000, de manière encore plus aiguë depuis octobre 2023, elle a comme telle pris conscience du phénomène et de son ampleur. Elle sait, par les remontées que font les chefs d'établissement au recteur, elle sait que l'antisémitisme est soutenu, avec plus ou moins de conscience, par des jeunes gens qui ont fréquenté ces écoles primaires, qui fréquentent encore parfois ces collèges, qui fréquentent encore souvent ces lycées généraux, technologiques et professionnels. Elle a pris conscience, elle prend conscience, et il serait faux de dire qu'elle ne fait rien pour combattre l'antisémitisme par les armes qui sont les siennes, à savoir l'éducation et l'instruction. Alors essayons de voir un peu quelles sont ces armes.
elles sont de deux sortes. Des armes éducatives liées à des dispositifs éducatifs, pédagogiques, j'y reviendrai plus en détail, et puis des armes liées à l'enseignement comme tel et aux contenus qui sont enseignés. Alors regardons un petit peu le portail national d'information et d'accompagnement des professionnels de l'éducation que tout un chacun peut consulter sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Ce portail s'appelle EduScol. C'est un portail qui est alimenté en fiches, en ressources de différentes sortes, ressources pour l'enseignement, pour tel ou tel dispositif, par la direction la plus importante du ministère, à savoir la Direction générale de l'enseignement scolaire, la DGESCO. Alors j'ai fait l'expérience hier, je ne l'avais jamais fait jusque-là, d'aller sur ce portail EduScol et de faire une recherche antisémitisme. Alors quand on fait cette recherche, on a tout de suite 27 résultats. 27 résultats, et que voit-on tout de suite? On verra peut-être que cela soulève une première difficulté. On voit tout de suite une profusion non hiérarchisée, non classée, non rangée, de dispositifs, des séminaires, des semaines, de ceci, de cela, des actions éducatives, des projets pédagogiques, etc., destinés à lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Alors, il y a quand même des entrées qui semblent plus importantes que d'autres. Prenons le cas de l'entrée « Agir », je la cite telle qu'elle apparaît sur le portail, « Agir contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine ». On voit que tout de suite, nous sommes renvoyés à un cadre interministériel. Cette action est tributaire d'un cadre interministériel qui est proposé par la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. On est tout de suite aussi renvoyé à des textes de référence, le Code de l'éducation, les textes relatifs à la formation des différents personnels de l'éducation, les textes relatifs aux actions qui peuvent être menées dans les établissements scolaires, et on nous renvoie au rapport annuel de la CNCDH, donc la commission, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, voyons l'autre arme qui se présente pour l'éducation nationale pour mener ce combat contre l'antisémitisme. C'est bien évidemment l'enseignement comme tel, c'est-à-dire les contenus qui sont identifiés dans les programmes scolaires. Là aussi, il serait faux de dire qu'il n'y a pas de réflexion sur des objets à transmettre absolument pour combattre la montée de l'antisémitisme. Il y a là aussi une réflexion qui est sous-jacente. Alors bien sûr, on pensera d'emblée à l'enseignement de l'histoire, qui nous semble en première ligne. Oui, mais pas seulement. Bien évidemment, tous les enseignements, de manière implicite, par les valeurs humanistes qu'il s'efforce de transmettre, par les savoirs critiques qu'il s'efforce de faire acquérir aux élèves, participent à ce combat.
il y a aussi un autre enseignement dont l'idée même de sa création, à partir des années 2012, et qui a pris forme très concrètement, qui s'est mis en place à la rentrée 2015, il y a même un enseignement devenu obligatoire du cours préparatoire à la classe terminale de tous les lycées, lycée général, technologique et professionnel, qui n'est pas, dans sa conception, sans rapport avec la volonté de défaire le complexe de pensée et d'affect qui est au principe de l'antisémitisme. Je désigne ainsi l'enseignement moral et civique, qui n'est plus, comme par le passé, une éducation A, mais qui se veut un véritable enseignement avec un horaire dévolu, avec un programme, et dont le but est de combattre explicitement, là où les autres enseignements le font implicitement, le racisme et l'antisémitisme. Donc il y a des choses, et il y a même profusion de choses. Alors, vous me répondrez pourquoi, vous ne manquerez pas de me poser la question, pourquoi, malgré une telle profusion de moyens, malgré une mobilisation réelle de tous les acteurs du monde éducatif, l'antisémitisme ne recule-t-il pas chez les jeunes gens, et pourquoi même continue-t-il à progresser? Vous vous doutez bien que je n'ai pas la réponse à cette question. Question qui, dans sa formulation même, me met mal à l'aise parce qu'elle témoigne, me semble-t-il, de plusieurs points qui font difficulté, qui posent problème. Et d'abord le fait qu'on demande à l'école de mener seule un combat qui devrait mobiliser l'action politique dans son ensemble et engager la société française tout entière. La question telle que je l'ai formulée, telle qu'elle est souvent posée, elle m'est posée, elle est posée à nombre de responsables au sein de ce ministère, la question témoigne d'une attente à l'endroit de notre école qui fait peu de cas de son affaiblissement continu depuis des dizaines d'années. Affaiblissement qui la rend incapable d'assumer la vocation que lui confie la nation. La question, pourquoi on n'arrive pas à mettre fin à l'antisémitisme à l'école, cette question demande à l'école de faire mieux et avec ferveur ce qu'on fait mollement et à moitié ailleurs dans la société française. C'est une question qui attend de l'école qu'elle réussisse alors que s'immisce partout dans le corps social français le doute sur la priorité du combat qu'il faut mener contre l'antisémitisme, combat qui se voit de plus en plus mis en concurrence avec d'autres combats. Mais dire cela, ce n'est pas s'avouer vaincu, ce n'est pas sceller l'impuissance définitive de l'école en matière de lutte contre l'antisémitisme. Et pour mettre en évidence le pouvoir réel, malgré ce que je viens de dire, les limites que je viens de souligner, pour mettre en évidence le pouvoir réel qu'elle détient, dans cette liste, je commencerai par relever ce qu'elle pourrait mieux faire, ce qu'elle pourrait améliorer dans les actions qu'elle propose et dans les enseignements qu'elle délivre. Commençons par les actions pédagogiques, les projets éducatifs que j'ai rapidement relevés
tout à l'heure à partir de la consultation du portail et du scol. Revenons aux 27 résultats que j'ai relevés quand on fait une recherche sur l'antisémitisme. On voit apparaître, on voit défiler tout de suite des entrées qui certes ont toute leur place, mais qui viennent un peu confondre les combats et les ramener au même. Je vous donne un exemple de toutes les entrées qui apparaissent quand vous tapez antisémitisme sur le site, sur le portail du scol. Vous avez tout de suite, apparaît très vite, le concours sur l'égalité filles-garçons, les mémoires de la traite de l'esclavage et de leurs abolitions, les ressources sur les génocides au Rwanda, la prévention des LGBT-phobies en milieu scolaire. Je vous donne un exemple de ce qui apparaît tout de suite quand on veut trouver des choses sur l'antisémitisme. Toutes ces actions, toutes ces actions sont bien évidemment bonnes, elles sont utiles, elles sont légitimes. Loin de moi l'idée de penser qu'il faille les supprimer. Mais vous reconnaîtrez qu'il y a tout de même un problème d'affichage, il y a un problème de confusion de toutes choses. Problème d'affichage et de confusion qui donne à penser que c'est un même et seul combat, que l'antisémitisme est une discrimination qui ne vaut pas plus, pas moins qu'une autre. Le risque, par là même, c'est de perdre la singularité de ce racisme particulier qu'est l'antisémitisme. Le risque, c'est que l'on perd de vue la singularité de cette haine particulière qu'est la haine du juif. Et en perdant le sens de cette singularité et de la singularité d'un combat, on risque de le relativiser. Ce qui guette, là, c'est le risque de relativisme, de mise au même niveau, de nivellement des combats. Venons-en au programme d'enseignement. Je m'en tiendrai à deux enseignements. D'abord, l'enseignement moral et civique. Il y a un nouveau programme en vigueur, là aussi, de la classe du cours préparatoire jusqu'aux classes terminales, qui a été publié en juin 2024 et qui va rentrer progressivement en vigueur. Alors, en CM2, on commence à parler aux élèves de l'antisémitisme. L'antisémitisme apparaît dans un ensemble de contenus d'enseignement qui est ainsi libellé. Je cite, « Il s'agit de faire reconnaître les atteintes aux personnes. Deux points, le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, la xénophobie, l'homophobie, le harcèlement. Les notions qui sont abordées en lien avec ces contenus sont les discriminations, les stéréotypes. En cinquième, l'antisémitisme apparaît comme notion abordée, mais jamais seule, si je puis dire. La formulation retenue dans le programme est la suivante. Racisme, antisémitisme, antiziganisme, xénophobie, haine anti-LGBT. Nous retrouvons le même problème d'affichage, de présentation, qui met sur le même niveau des réalités très différentes. Tout se passe comme si, je crois que je n'outrepasse pas ma réserve en disant cela, tout se passe comme s'il y avait une certaine réserve, précisément de l'institution, à aborder l'antisémitisme seul, hors comparaison avec d'autres haines. J'en viens au programme d'histoire. Et par ce qui touche
très directement la question de l'antisémitisme, à savoir l'enseignement de la Shoah. Il est enseigné dans le secondaire. La Shoah est enseignée dans le secondaire, en troisième, dans le cadre du chapitre sur la Seconde Guerre mondiale, où l'on étudie à la fois l'Europe occupée par l'Allemagne nazie et la France de Vichy, et il est enseigné au lycée général et technologique, et aussi, ne l'oublions pas, au lycée professionnel, en BEP, en terminale pro, en première et en terminale professionnelle. Prenons l'exemple du programme d'histoire de la classe terminale générale. Dans le chapitre sur la Seconde Guerre mondiale, on invite les professeurs à montrer, je cite, le processus menant au génocide des Juifs d'Europe. On distingue dans ce programme les crimes de guerre, les violences et crimes de masse, la Shoah, le génocide des Tziganes, la notion de génocide apparaît dans un autre moment de ce programme, dans le thème 4 qui est consacré au monde et à l'Europe, au monde, l'Europe et la France depuis les années 90, où là, on présente les crimes de masse et les génocides, la guerre en ex-Yougoslavie et le génocide des Tutsis. Donc, là aussi, l'enseignement de la Shoah est bien présent dans la scolarité de tous les élèves, à partir dans la scolarité obligatoire, donc en classe de troisième, et ensuite au lycée. Mais on notera quand même là aussi deux points qui présentent incontestablement quelques difficultés, au moins intellectuelles. La spécificité de la Shoah ne fait pas l'objet d'un traitement explicite comme tel, n'est pas considérée comme tel, et il y a tendance à amoindrir la nature très spécifique de l'antisémitisme nazi. On constate aussi dans ce programme d'histoire une complexification. Alors peut-être qu'on peut estimer que les élèves des classes terminales en sont capables. On constate une complexification de la réalité historique qu'on veut rendre accessible aux élèves et qui renvoie en vérité à des réalités très différentes. Crimes de guerre, crimes de masse, crimes contre l'humanité, violences extrêmes, etc. Surtout, on constate une volonté d'enseigner le pluriel des génocides. Alors que l'enseignement de l'histoire, c'est très longtemps, a très longtemps tenté de freiner cette multiplication de l'enseignement des génocides au pluriel. Non pas qu'on estime qu'il n'y a pas de génocide arménien ou de génocide des Tutsis, mais on estimait que l'extermination des Juifs d'Europe devait conserver une place tout à fait à part dans l'enseignement en France. Donc je conclurai, si vous le voulez bien, pour nous laisser un peu le temps de discuter, sur plusieurs points. D'abord, l'école, grâce au programme d'enseignement et grâce aux actions pédagogiques, aux projets éducatifs qu'elle développe, elle dispose des moyens pour mener le combat contre l'antisémitisme. Le fait-elle bien, c'est une autre paire de manches, mais elle a les moyens. Et je dirais, elle pourrait même arriver à quelques résultats probants pourvu
pourvu qu'elle ne confonde pas tous les combats qu'elle doit mener, en les alignant autour de mots qui finissent par devenir creux, autour de projets qui finissent par se transformer en slogans médiatiques. Pourvu que la reconnaissance qu'elle doit à la pluralité des racismes ne signifie pas leur relativisation et leur mise en concurrence, leur comparaison comme si ils étaient concurrents les uns des autres. Ce qui se joue, me semble-t-il, ce qui se joue au fond de la question qui nous occupe, n'est pas tant un problème scolaire ou un problème de volonté pour l'école, c'est un problème qui me semble être à la fois intellectuel et politique. Un problème intellectuel, tout d'abord, et un problème intellectuel qui me semble se poser à un double niveau. D'abord, à un niveau strictement conceptuel, à un niveau strictement définitionnel, autour de la notion de génocide. Je crois que dans l'enseignement, il faut absolument tenir à la définition juridique, la définition qui s'est imposée de la notion et ne pas la soumettre à ce qui est hélas la tendance aujourd'hui pour bien des notions. Je pense à l'universel, je pense à d'autres notions, égalité ou que sais-je, à ne pas la soumettre de manière inconsidérée à un travail de déconstruction qui consisterait à la mettre sous tension ou en tension. Voilà, ce ne serait que porte ouverte pour parler de génocide là où il y a incontestablement atrocité, où il y a conflit, où il y a guerre, mais où on n'est pas à proprement parler dans une situation de génocide. Donc, il faut un travail de clarification conceptuelle, de redéfinition de cette notion pour créer un pare-feu à toutes les tentatives de l'utiliser n'importe comment. Le problème intellectuel que soulève l'antisémitisme se pose aussi à un niveau proprement historique, au niveau, je dirais même, de la science historique, du savoir historique. Et il concerne la Shoah. S'agit-il, avec la Shoah, d'un phénomène, d'une réalité historique qui est une singularité absolue? Je le pense. Je le pense qu'il y a une singularité absolue, non par conviction personnelle, non au nom non pour me rendre digne d'un devoir de mémoire, mais c'est parce que c'est ce que nous apprend l'histoire. Donc, il faut refaire incessamment de l'histoire, il faut remettre le discours historique et ceux qui en font leur métier au centre de ces discussions qui sont essentielles si l'on veut se donner véritablement une arme efficace contre l'antisémitisme. Le deuxième problème que me semble soulever la question de l'antisémitisme, c'est un problème politique. C'est un problème politique au sens propre du terme. Et il concerne le lien historique, le lien substantiel qui unit en France
la nation à son école. C'est-à-dire que l'école n'est certes pas au service des intérêts de la nation, ce n'est pas cela dont il s'agit, mais elle ne saurait tout de même nourrir des enseignements, favoriser des idéologies qui sont en tout point orthogonales aux intérêts de la nation. Voilà, c'est ce lien-là qu'il faut restaurer parce que l'antisémitisme est un péril pour la nation et l'école, dans ce lien substantiel qui l'unit à la nation, ne saurait s'en satisfaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Souad. Je crois que tu as dressé un tableau qui est extrêmement clair et extrêmement utile, un tableau qu'on ne perçoit pas. D'ailleurs, je dirais toujours, quand on est à l'extérieur des institutions, on a un peu de temps pour discuter. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions. Je commencerai peut-être par en poser une, si tu veux bien. Qu'est-ce qui, à ton avis, est premier? Ou est-ce qu'on peut établir une hiérarchie qui permettrait en fait d'intervenir sur la situation que tu as décrite? Qu'est-ce qui est premier entre une volonté, un état politique du pays, un état de la recherche aussi, c'est-à-dire finalement, je dirais, la manière dont l'évolution de la recherche et l'idéologisation de certains intellectuels passe à travers un courant mainstream, on pourrait dire, finalement imprègne aussi l'esprit de ceux qui enseignent. Ou alors, peut-être, je n'en sais rien, un héritage d'une forme d'idéologie dont on sait qu'elle a sévi après mai 68 et qu'elle continue d'une certaine façon parce qu'elle s'est installée dans les institutions, dans l'administration de l'éducation nationale. Donc ça, ce serait peut-être une première question. Ou alors, est-ce que c'est tout simplement de la négligence, j'en sais rien, ou c'est ça, une porosité entre une forme d'idéologie répandue dans la société, et puis finalement une école qui se met au diapason. J'aurais peut-être une seconde interrogation. Donc tu as évoqué la Shoah, mais c'est aussi le lien avec Israël. Je me rappelle avoir vu des manuels de géographie qu'on donnait dans des grands lycées parisiens en seconde, où par exemple le problème de l'eau était évoqué, et l'exemple qui était donné, c'était les méchants israéliens qui privaient d'eau les Palestiniens. Je veux dire, il y a aussi une force finalement cumulative, me semble-t-il, entre, on pourrait dire, les différentes matières et qui accroît la confusion entre juifs, Israël, voilà, et qui rejoint aussi ce discours, cet antisémitisme ordinaire, on pourrait dire, qu'on entend dans le discours public. Merci Perrine pour ces premières pistes de réflexion, ces premières questions. Je commencerai peut-être par le dernier point que tu as évoqué pour rappeler à nos auditeurs une distinction, mais qu'on a tendance à oblitérer très souvent. Tu évoques ce que tu as vu dans un manuel scolaire. Alors précisément, il faut distinguer ce qui
est formulée dans les programmes scolaires. Alors, j'ai montré qu'ils étaient loin d'être parfaits dans la manière dont ils écrivent les choses, et ils abordent le sort historique qu'ont connu les Juifs dans l'histoire. Mais il y a ce que cela devient dans les manuels scolaires. Les manuels scolaires sont régis par la liberté éditoriale. Ils ne sont pas labellisés, il faut bien le savoir en France. L'institution n'a aucun pouvoir sur ce qui s'écrit dans les manuels scolaires. Manuels scolaires qui sont bien évidemment, qui surfent sur les modes, qui sont souvent le lieu de répercussion de ce qui domine sur la scène intellectuelle et médiatique. J'ai des souvenirs tout à fait édifiants de mes rencontres quand j'étais à la tête du Conseil supérieur des programmes avec les éditeurs de l'éducation. Ils étaient extrêmement sourcilleux de ne donner aucune explication sur ce qui était leur ligne éditoriale, leur ligne pédagogique. Et voilà, on peut trouver des choses qui sont très loin des programmes, voire parfois hostiles à ce qui apparaît dans les programmes. Voilà. Ils sont plus, je dirais, le révélateur du pouls de la société. Alors les autres points que tu soulevais, Perrine, ils sont très importants. Moi, je crois que il y a quelque chose quand même autour de cette dilution, je dirais, de la lutte contre l'antisémitisme au sein de l'école, mais dans la société française comme telle, dans son ensemble, qui est le symptôme de la force des demandes sociétales qui sont de plus en plus importantes, et des aspirations démocratiques comme telles qui ne sont pas tout à fait en cohérence avec les aspirations républicaines. Je crois que là, sur cette question-là, comme sur bien d'autres questions aujourd'hui en France, on a quelque chose comme les forces internes de la vie démocratique qui viennent jouer contre le projet républicain et l'idéal républicain. Là, quand même, il se joue quelque chose où il faut... Chacun est devant quand même quelque chose qui se dit de manière très différente. Je ne voudrais pas paraître excessive, mais chacun est affronté à cette question. Est-ce que je suis plus démocrate que républicain, ou est-ce que je suis plus républicain que démocrate? Il y a quand même quelque chose qui relève d'un choix. D'un choix qui devrait être celui du politique, mais un choix aussi personnel. Et du coup, citoyens. Tu dirais que l'école enseigne la démocratie avant la République? Je dirais qu'elle enseigne pas si bien la démocratie, elle enseigne très bien les passions démocratiques. D'accord.
Elle enseigne très bien les passions démocratiques. Je ne suis pas sûre qu'elle enseigne aussi bien l'idéal républicain. Alors, tu parlais de l'état, bien évidemment, politique du pays et l'état du corps social qui n'est en rien favorable à un enseignement apaisé de la Shoah, des manifestations historiques, culturelles, de l'antisémitisme, etc. Mais là aussi, nous avons collectivement une part de responsabilité et à plusieurs niveaux. Je ne m'exclus pas de cette responsabilité. Il y a une tendance au sein de l'institution scolaire à vouloir enseigner des choses de plus en plus contemporaines, de plus en plus présentes. D'ailleurs, combien de parents nous disent « Ah, mais ça ne sert à rien, ce qu'on leur apprend, on ne leur apprend pas l'état du monde dans lequel ils vivent ». Donc il y a quand même aussi une volonté de faire une place tout à fait primordiale au présent le plus immédiat. Je me demande d'ailleurs si c'est le rôle de l'enseignement. Et donc par là même, nos professeurs d'histoire géo, il faut bien aussi voir le malaise qui est le leur, même quand ils sont de très très bonne volonté. C'est l'écrasante majorité d'entre eux qui essaient de bien faire son métier. Mais tous les jours, quand on commence le cours d'histoire, on va parler du conflit israélo-palestinien. Voilà. Ils ont cette pression-là. Il y a un présentisme, un goût voilà, qui fait qu'on estime que l'enseignement Il pourrait parler de l'Ukraine. Oui. Et oui. C'est le présent, c'est ça qui est... Oui, bien sûr, vous avez raison. Ouais. Oui. On fait aussi quelques choix dans le présent. Donc il y a cela, et tout cela reflète aussi le choix que nous faisons d'une école de plus en plus perméable à l'état de la société, comme elle va et comme elle ne va pas, surtout. Donc vous voyez, là aussi, nous payons aussi la tournure que nous avons laissé prendre à notre école. Enfin, un enseignement de littérature désintéressé des œuvres du passé. La plupart des élèves et leurs parents, pour certains, vous rionnez. Bon. Autre point qui me semble important dans ce que tu as soulevé, Perrine, c'est la question de la recherche universitaire. Bien évidemment, il ne s'agit pas de la brider, il ne s'agit pas de prétendre la contenir. Voilà, c'est hors de question. Il faut qu'elle puisse se développer librement. Ma seule interrogation, pour ma part, c'est la volonté permanente de ces chercheurs sur le génocide au Rwanda, le génocide voilà, c'est de vouloir en faire, alors que les choses sont encore en cours d'historisation quand même. Les choses ne sont pas tout à fait réglées. C'est de vouloir les introduire comme telles dans l'enseignement secondaire. Moi, je crois que les missions de la vocation, la finalité de la recherche universitaire n'est pas celle de l'enseignement secondaire. Et il faut bien distinguer les deux plans. Nous ne formons pas au lycée des chercheurs, nous formons
nous voulons former des gens suffisamment instruits pour être des citoyens libres et éclairés. Hein. J'avais participé, il m'avait sollicité, c'est quelqu'un pour qui j'ai une très très grande estime, pour la mission qu'il avait conduite sur la mission d'études sur la recherche et l'enseignement des génocides et des crimes de masse. C'est Vincent Duclerc, hein, qui avait été en 2018 à la manœuvre. J'ai été extrêmement intéressée par ce travail qui me semblait vraiment être un laboratoire réunissant les grands chercheurs sur cette question. Encore une fois, il ne s'agit pas de mettre en question les apports de la recherche sur ces questions. J'ai relu hier la lettre de mission que lui avait adressée la ministre de l'époque pour qu'il puisse lancer ses travaux. Elle y fait explicitement allusion aux Genocide Studies. On est très clairement, vous voyez, dans un état d'esprit qui fait le choix du pluriel des génocides, voire de leur apparition, puisque finalement, ça n'est qu'une affaire de construction, de construction intellectuelle. Voilà, donc j'étais très bien dans cette mission, mais j'ai fini par prendre un petit peu de distance, parce que moi, ce qui m'importait, c'était les effets sur l'enseignement secondaire, et il me semblait qu'il fallait absolument préserver un enseignement centré sur la singularité absolue de l'extermination des Juifs d'Europe. Très bien. Peut-être on peut ouvrir la discussion avec la salle si vous avez des questions. Il y en a une là juste devant. Attendez le micro, il arrive. Alors, merci pour cet exposé très clair. Et je voulais simplement, moi, vous parler de l'intérieur et vous parler des gens. Parce qu'en fait, il y a une perméabilité entre on va dire le corps professoral, pour aller vite, et ce qui se passe dans la société. Donc, en fait, on se retrouve... Alors moi, j'ai passé énormément de temps dans le secondaire. On se retrouve avec des gens qui ne savent pas, y compris des professeurs de littérature, et des professeurs de littérature qui ne savent pas, qui ne veulent pas enseigner l'antisémitisme, qui consentent à accepter des paroles antisémites et parfois qui peuvent les encourager. En fait, on est dans cette problématique-là, c'est-à-dire que le corps professoral peut pécher dans le meilleur des cas par ignorance et parfois par complicité. Parce qu'en fait, on vit quelque chose de profondément schizophrénique, qui est que, d'un côté, l'institution donc, se rend compte de la profondeur des choses et se rend compte de la gravité et nous dit d'agir, mais à côté de ça, à l'Assemblée nationale, vous avez des gens qui encouragent vous savez de qui je veux parler. Donc, comment faire et vous avez aussi des professeurs qui sont extrêmement sensibles à ce discours. Et j'oubliais la peur. Oui. Donc, la peur. Ça, maintenant, je crois que c'est un élément absolument essentiel. C'est un élément absolument fort. Et moi, il y a 30 ans, il y avait déjà la peur, qui était masquée par « Oh, il faut comprendre qu'ils ne peuvent pas accepter ça, ça les vexe, etc. » Mais c'était de la peur déjà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la matière humaine ? Parce que, en fait, c'est ça le problème. Ils n'iront pas aller chercher les ressources dans EduSchool. Ils n'auront pas, ils se contenteront de manuels plus ou moins mal fichus. Donc, c'est ça le problème aussi. Et voilà, je voulais poser ça. Ce que vous
décrivez, vous vous en doutez bien, madame, ne m'étonne nullement. Ne m'étonne nullement. Je crois que ce corps professoral, s'il pêche, comme vous le dites, c'est essentiellement par peur. Essentiellement par peur. Et c'est pour cela que il dépend en vérité du politique, de la politique, de faire qu'il n'ait plus peur. De faire qu'il n'ait plus peur et de rétablir ce qui fait, je dirais, la vie ordinaire d'un professeur. Il n'a pas forcément besoin d'être un chercheur, un savant, un connaisseur, simplement qu'il fasse son métier tel que lui indique le programme, les programmes, qu'il soit inspecté pour que on s'assure de la conformité de son enseignement avec ces programmes et qu'il soit soutenu surtout par un climat social, un climat politique qui n'encourage pas les lâchetés. Vous voyez, là je reviens à cela. Le problème, il est d'abord politique. Il est d'abord politique, nous le voyons ô combien aujourd'hui. Il est d'abord politique et il est aussi dans la, comment dire, le fait de ne pas transformer en combat idéologique un programme de recherche universitaire. Oui, bonsoir, je suis là. Merci pour votre intervention. Je suis professeure de physique-chimie et je rejoins totalement ma collègue. Ça fait une trentaine d'années que j'enseigne. On m'a jamais appris comment réagir face à une réflexion antisémite ou un dessin antisémite qui peut être au tableau quand on arrive dans une salle de classe. Au départ, quand j'étais jeune, j'étais totalement tétanisée. Alors, c'était même pas la peur de ce qui pouvait m'arriver, c'est que j'avais aucun moyen. Ce qui n'aurait pas été le cas si c'était de l'homophobie ou si c'était là, j'aurais pu... Bon, depuis, je me suis formée toute seule, en 30 ans, et en essayant puisque je suis très sensibilisée par ça, donc en essayant de voir avec les professeurs d'histoire géo, notamment comment on peut travailler là-dessus, je me suis quand même beaucoup confrontée à des professeurs qui disent... alors, il y en a qui sont très, très, très volontaires, mais ils disent « Ouh là là, j'ai pas le temps, j'ai juste... alors, je sais pas combien de temps il y a dans le programme pour traiter de la Shoah, mais oui, voilà, on n'a pas le temps. C'est vrai qu'on n'a pas le temps. Oh là là, moi, de toute manière, j'y passe quasiment pas de temps parce qu'à chaque fois, ça dégénère. Donc, maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est de passer par des projets. Par exemple, on avait amené des élèves voir Sobibor dans le cadre de lycéens apprentis au cinéma. Donc, effectivement, vous parliez de la dilution, mais c'est comme ça que c'est la seule porte d'entrée que j'ai trouvée. Si j'aborde l'antisémitisme de façon frontale, ça passe pas au niveau des élèves. Il faut que je passe, je leur fais voir Sobibor en leur expliquant que on va étudier la façon dont on peut faire un documentaire historique. Alors on étudie les différentes... En fait, on tourne autour du pot, on cherche une fausse problématique
pour les avoir à l'écoute, avoir une communication saine, qui ne soit pas sur la défiance. Et à ce moment-là, on arrive à les amener vers le problème de la Shoah, notamment avec le générique de Sobibor, qui parle de lui-même. Voilà, c'est un exemple. Je sais qu'il y avait le projet Dreyfus hommage, là, auquel j'aurais bien voulu participer, mais en fait, c'est par des moyens dérivés comme ça qu'on peut y arriver. Je ne pense pas qu'on puisse, effectivement, à cause des problèmes de société, à cause du braquage de certains élèves, il n'y a qu'en ne disant pas ce qu'on veut faire qu'on va arriver. Enfin, d'où la dilution, peut-être, dans le programme aussi. Voilà. Oui. Oui, alors vous avez raison de dire que incontestablement, outre les difficultés qu'ils rencontrent très souvent avec certains élèves, les professeurs d'histoire géo ont peu de temps pour traiter de la question de la Shoah. Effectivement, c'est incontestable dans le temps imparti. Bon, là aussi, et encore une fois, on voit quand on fabrique des programmes, on doit bien se confronter à la question de savoir pourquoi finalement on estime on finit par ne pas lui accorder suffisamment de place quand même. Et là, je peux là aussi vous faire part de mon expérience, puisque dès lors qu'on fabrique, on est dans une réflexion sur un programme scolaire, je recevais sur les programmes d'histoire à peu près une fois par semaine, pendant 2 ans, 3 ans, une lettre me demandant d'introduire ceci, d'introduire cela, d'introduire... Voilà. On n'arrive pas en France à construire quelque chose, une vision partagée autour de ce que doit être un programme scolaire. Un programme scolaire, il n'est pas là pour flatter un tel, satisfaire un tel. Il est là pour dire ce que un élève à tel niveau doit absolument savoir. Mais ça, j'ai moi-même échoué. Donc vous voyez, je ne peux pas dire que c'est facile à faire. Je vous dirais même que c'est impossible, puisque sans cesse, il y a des demandes infinies pour introduire tel ou tel point. La manière aussi dont on élabore les commissions, ce sont pas des commissions exclusivement mues par le souci du résultat, mais chacun vient avec ses intérêts à défendre. Donc, c'est ainsi. Donc, vous voyez, on a des questions à se poser. Pourquoi est-ce qu'on est dans une situation où on n'arrive pas à donner la place que nous estimons devoir donner à la Shoah dans les programmes d'enseignement? Premier point. Deuxième point, pourquoi sommes-nous condamnés à tous ces contournements pour aborder l'antisémitisme avec les élèves? Alors, un enseignement, c'est quelque chose de très complet. Un enseignement, il doit toucher, il doit atteindre chez les élèves la raison, mais aussi des affects, des dispositions, des manières d'être, des manières de faire. Donc c'est quelque chose qui devrait modifier la personne complètement.
Donc, qu'il y ait des projets pédagogiques, des actions, tout ça, je trouve que c'est une bonne chose. Mais non pas comme moyen de contourner, mais au contraire moyen de multiplier les manières de faire passer quelque chose et pas de le diluer. Hein. Donc là aussi, je crois que nous nous affrontons pas collectivement à ce que vous décrivez. Pourquoi est-ce qu'il faut contourner? Oui. Ouais. Oui. Bonsoir. Merci de ce tableau fort intéressant, de cette étude fort intéressante. Et en vous écoutant, je me suis dit que peut-être que la multiplication des sujets, génocide Tutsi, etc., est due à l'idée qu'il ne faut pas faire de concurrence des victimes, que c'est un effet pervers finalement, cette relativisation dont vous parlez, que c'est un effet pervers, non voulu, on va dire, du refus de la concurrence des victimes, de la concurrence des mémoires, de la concurrence des persécutions, on va dire comme ça. Peut-être que c'est ça. Et que du coup, on accumule les cas pour ne pas en faire trop ou beaucoup trop sur un seul cas. Bon, c'est une question qui est vraiment... je me rends compte de ça, quoi, je veux dire. Et du coup, alors je me pose deux questions. Enfin, premièrement, est-ce que vous pensez que les enseignants, quand ils s'emparent de ces sujets, qui vont traiter la Shoah, le génocide des Tutsis, les Arméniens, etc., est-ce que vous pensez que les enseignants, dans la pratique de leur enseignement, ils ne sont pas à même, éventuellement, de différencier les situations, les cas, etc., premièrement. Deuxièmement, j'ai envie de vous dire, bien que je vous ai entendu dire « j'ai échoué », mais j'ai envie de vous dire, mais est-ce que vous n'avez pas envie vous-même d'établir un manuel scolaire qui ferait la part nécessaire à chacun ou à quelques-uns de ces cas historiques différents, sans les diluer, sans les relativiser? On aimerait avoir votre proposition de manuel, à la limite, et avec une question subsidiaire, ce serait quoi un manuel républicain et pas démocratique? Plus républicain que démocratique, en tout cas. Vous estimez, madame, si je vous comprends bien, que dans le souci, dans l'enseignement au lycée, de faire droit à d'autres génocides au même titre que le génocide des Juifs, c'est une manière de ne pas en faire trop sur un seul cas. Moi, pardonnez-moi, la réalité que j'entends ici ou là en France me laisse plutôt croire qu'on n'en fait vraiment pas trop du tout sur ce cas et qu'il faudrait en faire davantage parce que la mémoire est en train de s'effacer. Les rescapés sont... voilà, il me semble qu'il y a, pour plein de raisons liées à l'intérêt de la France, à sa cohésion nationale, il y a un intérêt à remettre sans cesse et toujours davantage la focale sur le génocide des Juifs. Voilà, voilà. Oui, oui. Ben voilà, ben voilà, ça me semble dans ce cas-là assez désinvolte à l'égard de la situation qui est celle de notre pays. Je crois bien évidemment que
tout dépend, et là vous avez raison, madame, tout dépend de ce que fait un enseignant, des programmes qu'il a à traiter. Je suis bien évidemment sûre que dans la très grande majorité des cas, on enseigne de manière différenciée le génocide des Arméniens, celui des Tutsis et celui des Juifs. Je ne dis pas qu'ils sont traités de la même façon. Je crains seulement que cela ne risque de faire perdre de vue, parce qu'il en va de quelque chose de singulier, de tout à fait à part pour nous en France, qui s'est joué avec le génocide des Juifs. Là. Bonjour. Je ne suis pas historienne, vous savez, donc voilà, je laisse ça aux historiens. Je crois que sur ces questions-là, vous voyez, là, il faut redonner toute leur place aux historiens, aux vrais historiens, aux historiens de métier. C'est à eux de nous dire. Il y a des critères. On aimerait d'ailleurs les entendre un peu plus. Il y a des critères tout à fait clairs qui définissent un génocide et d'autres qui définissent des violences extrêmes, des crimes voilà, de guerre. Voilà, mais et qu'il revient par là même à un enseignant, et je suis sûre qu'ils le font quand ils ne sont pas aveuglés par autre chose, qui sont capables de faire ces distinctions conceptuelles. Oui, bonjour. Je voulais juste intervenir parce que moi, je suis professeure d'histoire et j'enseigne justement la Shoah en classe de 3e et de terminale à GGSP. Donc, c'est la nouvelle spécialité. Et je suis un petit peu surprise du constat que vous faites de l'enseignement de la Shoah dans les programmes scolaires, parce qu'en 3e, on traite justement la Shoah dans le chapitre de la Deuxième Guerre mondiale, mais sous l'aspect de l'anéantissement. On se focalise vraiment sur l'anéantissement, sur ce que c'est un génocide, sur la manière dont est mis en œuvre le génocide. Et je pense qu'on a quand même plusieurs stratégies, notamment pédagogiques et didactiques, qui nous permettent de traiter le sujet de manière frontale, avec des documents, des témoignages, on fait réfléchir les élèves dessus, et de fil en aiguille, ils comprennent ce que c'est un génocide, mais on ne leur balance pas une définition comme ça. Oui. Est-ce que j'ai bien dit que c'était traité, en effet, hein, que c'est, voilà, qu'il n'y a pas de... Voilà, je suis sûre que vous le faites fort bien. C'est souvent dans l'écriture des programmes, tels que j'ai pu la relever, l'écriture, ça ne préjuge pas de ce que vous faites, madame. Oui. Dans l'écriture, c'est souvent racisme, antisémitisme, les choses sont souvent collées, et on convoque les génocides, en tout cas au lycée, au pluriel. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que on a quand même plus de place pour l'antisémitisme dans les programmes d'histoire, surtout en 3e, par exemple. Oui. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que c'est insuffisant et qu'il faudrait beaucoup plus de chapitres. Vous êtes d'accord, voilà, que ça n'est pas... Oui, bien sûr. Voilà, mais il y a des contraintes d'examen, tout simplement, etc., d'examen, voilà, de programme. Voilà, il faut finir l'année, vous ne pouvez pas vous attarder. C'est pour cela que, et encore une fois, c'est une très bonne chose, les projets pédagogiques, les concours, etc., sont aussi un moyen de compléter ce on fait insuffisamment en classe. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Je crois qu'on a une dizaine de minutes. Oui, bonjour. Je vous remercie de votre intervention. Je voudrais revenir à des choses peut-être plus terre à terre.
Je suis un des responsables d'une association qui s'appelle l'Enfant et la Shoah, qui est une association laïque agréée par l'Éducation nationale. Et on intervient dans les écoles, on intervient aussi auprès des IEN, on intervient beaucoup dans les CM2. Et je dois dire quand même que là où nous intervenons, nous ne rencontrons aucune difficulté. Même dans des établissements réputés difficiles comme les REP, eh bien, tout se passe bien. Je fais pas mal d'interventions. On a des outils. La difficulté majeure, et c'est ça dont je voulais vous parler, c'est que quand nous rencontrons les IEN ou les professeurs des écoles, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a un manque de formation. Que la Shoah, il ne suffit pas de vouloir en parler, ce n'est pas un sujet facile. Et donc, de ce côté-là, je crois qu'il y a un manque qu'il faudrait arriver à combler, parce qu'en effet, il y a quand même beaucoup d'enseignants qui sont très volontaires dans le domaine, qui nous demandent, qui nous sollicitent de manière importante. Et je pense que par rapport à ça, eh bien, il faudrait peut-être qu'il y ait un changement aussi au niveau du ministère. Et en tout cas, nous rencontrons des gens qui sont très volontaires. Nous rencontrons aussi auprès des... puisque les écoles ont des tutelles municipales, eh bien des maires, des responsables, ne serait-ce qu'à Paris, par exemple, eh bien qui nous aident énormément dans nos démarches. Donc, le tableau n'est pas tout le temps très pessimiste, mais simplement, c'est ce côté de la formation que je crois qui est très importante. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'à une époque, on a diminué les heures d'histoire, les heures d'enseignement d'histoire, et qu'on en subit les conséquences. Oui. Voilà, je vous remercie. Je vous propose, comme il ne nous reste pas énormément de temps, peut-être de prendre les 2-3 dernières questions groupées, et que Souad, tu y répondes. Merci. Bonsoir et merci pour ce programme ce soir. Moi, j'aimerais peut-être soulever quelque chose, un point qui n'est pas abordé apparemment, qui n'est pas... dont je n'ai pas entendu parler, en tout cas dans les programmes, c'est de présenter aux enfants, au fond, quand on parle d'antisémitisme, c'est quoi un juif, c'est quoi le judaïsme. C'est-à-dire, s'il y avait aussi une compréhension de ces dimensions-là, qui font partie, je crois, de la base de l'enseignement, on est tout le temps, en tant que juif, renvoyé à la Shoah. C'est-à-dire qu'on a une existence depuis plus de 3500, 4500 ans, et on n'est que tout le temps en pyjama rayé dans les écoles. Non, enfin, je veux dire, qu'est-ce que le judaïsme ? Est-ce qu'un enfant, est-ce que les enseignants sont préparés à ça, à expliquer, au fond, pourquoi on haït, pourquoi il faut haïr le judaïsme, porté par les juifs, bien évidemment. Peut-être encore une autre question ? Oui, juste une remarque. Moi, je vous ai écouté évidemment avec beaucoup d'intérêt parce qu'on a un rôle pédagogique qui est parallèle et complémentaire à celui de l'Éducation nationale. On se heurte d'ailleurs un peu ici au Musée d'art et d'histoire du judaïsme au même type de problème. Ce qui m'a frappé dans votre présentation, c'est que on évoque, vous commenciez par évoquer cette évolution des représentations et de la prégnance de l'antisémitisme chez les élèves, mais qu'on a tendance... On a tendance parfois, je ne dis pas que ça soit du tout le cas de votre analyse, mais on a tendance parfois à considérer que c'est des représentations qui ont une présence comme ça, immanente en quelque sorte, sans évoquer en face ce qui les suscite. L'antijudaïsme puis l'antisémitisme ne sont pas tombés du ciel. Il y a des émetteurs, et il y a une évolution des émetteurs, il y a aussi une évolution des canaux par lesquels ils émettent, les réseaux sociaux par exemple. Et finalement, on en fait assez peu de cas. Et je pense que d'ailleurs, ça renvoie à la question de la recherche universitaire. Est-ce qu'il y a réellement une recherche universitaire aujourd'hui sur les nouvelles formes de... Il y en a une en fait, je sais. Donc ça, c'est une chose qui me semble importante. C'est-à-dire que il ne suffit pas de faire découvrir, comme le disait Madame à l'instant, le judaïsme autrement que par la Shoah aux élèves lorsqu'on leur fait visiter le musée d'art et d'histoire du judaïsme.
Si par ailleurs ils sont bombardés de messages antisémites par un certain nombre de canaux et de canaux nouveaux, nous semons un peu des carottes dans la mer, si j'ose dire. Alors, il y a une remarque juste complémentaire, et là ça rejoint ce que disait Madame, c'est-à-dire qu'il y a quand même une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on combat efficacement l'antisémitisme uniquement par l'enseignement de la Shoah? Et il nous semble ici au musée, on y avait d'ailleurs consacré un colloque, que ça ne suffit pas parce que ça produit une image extrêmement abstraite de ce que sont les Juifs ou de ce qu'est la judéité ou de ce qu'a été le judaïsme. Enfin bon, on pourrait employer des mots divers. Et qu'en réalité, la France ayant la chance d'avoir des Juifs depuis 2000 ans, il y a une histoire des Juifs en France. On pourrait évoquer l'Europe et la Méditerranée, mais disons, pour s'en tenir à l'histoire de France, il y a une histoire des Juifs en France qui permettrait de rendre leur existence et leur réalité beaucoup plus prégnante, et qui, pour le coup, n'est pratiquement pas enseignée, en dehors de 2-3 épisodes, l'affaire Dreyfus, la Shoah, la collaboration, alors qu'en réalité elle est beaucoup plus ancienne, et que la France a une histoire assez glorieuse d'ailleurs par rapport à ça. Pas les Capétiens qui ont été les pionniers dans l'expulsion des Juifs, mais la Constituante, l'émancipation, le 27 septembre 1791. Voilà, enfin, c'est quelques réflexions que je livre à votre... Je vous remercie tous les trois pour vos interventions qui sont tout à fait justes et qui me permettent peut-être de rectifier ce que j'ai bien malgré moi peut-être laissé entendre. Vous avez parfaitement raison, monsieur, qui avait posé la première question. Il se fait beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, avec une très grande bonne volonté, de l'engagement, de l'enthousiasme, par les principaux responsables dans nos écoles, les inspecteurs de l'éducation nationale pour le premier degré, et en étroite collaboration avec les mairies qui sont concernées. Bien évidemment, il y a énormément de choses qui se font. Vous soulignez le manque de formation. Assurément, mais là, on en vient à quelque chose qui est la question des moyens de formation des enseignants et des personnels qui pourraient mener ces actions qui sont toujours en baisse. Et puis là aussi, pardonnez-moi, de savoir quelle priorité la nation en matière de politique éducative, elle se donne. Il faut former à la lutte contre le harcèlement. Il faut former à la lutte contre les discriminations LGBT, tout ça. Tout cela est tout à fait pertinent, légitime et juste. Mais on ne peut pas toutes les mener à bien. Voilà. Et il faut bien qu'une nation se donne des priorités. Je ne dis rien de plus. Madame, vous avez parfaitement raison de poser la question de savoir est-ce que l'enseignement de la Shoah est le meilleur moyen de combattre l'antisémitisme. Est-ce que un enseignement qui porterait sur le judaïsme comme tel ne serait pas plus pertinent? Bon, là, on se heurte à des difficultés qui tiennent au fait que même si un enseignement du fait religieux semble être inscrit, ça ne passe pas. Et peut-être, je vous semblais peut-être un peu fermé sur cette question. J'ai longtemps été assez favorable au déploiement de cet enseignement. Je le suis de moins en moins. Et je crois que ça ne serait pas une bonne idée, pour plein de raisons. C'est un autre sujet. Bien sûr, monsieur le directeur, va de soi qu'on n'est peut-être pas suffisamment sensible aux nouvelles formes de l'antisémitisme et tout simplement à ce nouvel mode de fabrication, de création, de circulation
qui sont en jeu et qu'on ne peut pas faire comme si l'école était totalement coupée de cela. Hein, je vous l'accorde totalement. Mais pour revenir, Madame, à votre question que je crois tout à fait bienvenue, mais il arrive aux Juifs avec l'enseignement de la Shoah, ce qui arrive toutes choses égales par ailleurs aux musulmans quand on aborde la question de l'islam par simplement la double focale de la colonisation et de la décolonisation et du problème de l'immigration. Là, ce sont des comment dire, des limites propres à notre système éducatif quant à l'incapacité à tenir à un discours laïque sur les religions. Hein. Moi, je crois que ça pose des problèmes de fond. Ça pose surtout des problèmes aujourd'hui de l'état de la société française qui n'a pas besoin je crois, de ça, hélas. Bien sûr. Absolument, absolument. Je suis bien je vous l'accorde totalement. Je crois que non. Bien sûr. Non, mais ça, je suis... Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un juif? À quoi il croit? Je crois qu'ils savent, la plupart des élèves n'ont pas idée, on ne le fait pas. Et c'est absolument... Alors, il y a au collège, hein, sur un enseignement quand même sur le judaïsme. En seconde a été introduit un enseignement, alors c'est quelques heures, c'est vraiment rien du tout, sur les monothéismes juifs, chrétiens et musulmans. Bien, bah écoutez, je suis désolée, je vois qu'il y a des mains levées, mais nous devons arrêter là cet échange. Non sans avoir remercié encore une fois Souad Ayada de nous avoir fait l'honneur d'ouvrir cette première conférence du nouveau colloque des intellectuels juifs, et en remerciant toujours le Musée d'art et d'histoire du judaïsme de nous accompagner dans cette aventure. Paul Salmona, son directeur, Dominique Schnapper, sa présidente, Sophie Andrieux et Joseph Hirsch, qui nous font l'amitié de nous offrir cet auditorium. Donc je vous... Voilà, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence qui aura lieu au printemps. Merci beaucoup, Souad. Merci à vous. Merci de votre attention.